Bonjour à tous, un nouveau numéro du 18h à savoir dans un contexte un peu particulier. Nous sommes dans les locaux de l'école Sciencescom, l'école de la communication et des médias à Nantes. Il se déroule ici pendant plusieurs jours ce qu'on appelle le HibLab, une sorte de laboratoire d'hybridation pour réinventer les médias, notamment avec des formes de visualisation plus attrayantes pour les lecteurs. On en parlera tout à l'heure avec notre invité Jean-Marie Charon, le sociologue au CNRS. Et on commence d'abord par un agenda pour les semaines qui viennent et on commence par Saint-Nazaire avec une série d'animations sur les robots et le numérique durant tout le mois de mars. Ça se passe à la médiathèque de Saint-Nazaire. La médiathèque qui vous proposera également des animations autour des météorites. Ce sera le 5 mars à 10h30 à la médiathèque Etenco grâce à l'association Grain de Ciel, le club d'astronomie de Pornichet. Et à Nantes, la Société d'astronomie reprend ses observations nocturnes dans le parc du Grand Blotreau avec des lunettes astronomiques qui vous seront mises à disposition. Alors c'est gratuit et le premier rendez-vous ce sera le 12 mars, le samedi 12 mars à partir de 21h. Et si les nuages veulent bien aller voir ailleurs, vous pourrez peut-être observer Jupiter. Et si vous voulez comprendre comment s'est formé le système solaire, je vous propose d'écouter l'émission du Labo des Savoirs sur la radio Prune avec cette semaine Gabriel Toby, le planétologue à l'Université de Nantes, et Yves Marocci, chercheur en cosmochimie et géochimie à l'Université de Lorraine. Ce sera donc à réécouter sur labodesavoirs.fr. Bonjour, je m'appelle Mathis et j'aimerais bien savoir ce qu'est un trou noir. Un trou noir, c'est le phénomène qui apparaît lorsqu'une masse gigantesque, concentrée en un petit espace, vient déformer la structure de l'univers au point que tout objet qui s'en approche est contraint à tourner autour, voire à tomber dessus. Comprenons cela plus en détail. Imaginons que ce trampoline est notre univers, bien tendu, loin de toute masse. Tout objet qui se déplace, un astéroïde, une planète, un vaisseau spatial ou un rayon lumineux, est tenu d'avancer en ligne droite. Si maintenant il rencontre une planète, la masse de cette planète vient déformer la forme de notre univers, comme cette boule déforme la forme du trampoline. Si un objet passe à proximité, s'il avance rapidement, il va être dévié. S'il n'est pas assez rapide, il va retomber dessus. Si sa vitesse est adaptée, il va simplement tourner autour comme un satellite. La théorie d'Einstein prévoit l'existence d'objets absolument incroyables, les trous noirs. Si une masse énorme, disons 1000 éléphants, tenait dans cet espace, l'espace de ma boule, cela déformerait mon trampoline au point que tout objet qui s'approcherait, qui dépasserait le bord de la pente serait tenu de tomber dedans. C'est ce qu'il se passe lorsqu'une étoile s'effondre sur elle-même. Sa masse énorme est concentrée en un espace si réduit que tout objet qui s'en approche, même un rayon lumineux, ne pourra plus s'en échapper et sera tenu de s'effondrer dessus. C'est bien pour cela qu'on appelle ça un trou noir. Voilà, on va maintenant tenter de comprendre ce qui se passe autour de nous. Il y a une centaine d'étudiants ici rassemblés à l'école Sciencescom de la communication et des médias. Alors, c'est ce qu'on appelle le HibLab, un laboratoire d'hybridation qui cherche à inventer de nouvelles formes de visualisation des données. On va en parler tout de suite avec les étudiants, mais aussi Estelle Prusker qui est en charge de l'enseignement des médias à l'école Sciencescom. Estelle, bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, c'est le dernier jour du HibLab. Donc le HibLab, on est en fait sur la 4e édition cette année. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un grand rassemblement, environ 140 personnes, donc 3 écoles. Une école de journalisme, un communicant Sciencescom, AGR, école de l'image pour les designers et des développeurs qui se rassemblent, ou pour l'ITech, qui se rassemblent, donc des étudiants qui se rassemblent avec des médias pour produire des sujets liés au journalisme et aux médias. Donc on a 13 médias cette année qui sont venus pour travailler avec les étudiants sur environ 4 grandes journées et produire en fait des histoires interactives, personnalisables avec des données. Il y a à la fois des professionnels, donc des journalistes, il y a des designers, des informaticiens. C'est quoi l'intérêt pour les journalistes professionnels de se mêler avec des étudiants ?
Il y a vraiment, c'est très riche, hein, en fait, très important pour les journalistes. Déjà, l'essentiel des journalistes qui viennent travailler avec nous découvrent cette nouvelle pratique, cette nouvelle forme de raconter des histoires avec les données. Donc, ils apprennent en fait. On propose même, West Media Lab, qui pilote le projet, propose une formation aussi en amont aux journalistes. Et puis ensuite, ils apprennent, je dirais, au contact d'autres cultures que les leurs, c'est-à-dire la culture design, la culture des développeurs, qui sont là liés aux étudiants des deux écoles. Alors on le voit, c'est une des pistes explorées par les médias notamment pour essayer de se renouveler auprès de leurs lecteurs, parce qu'on constate depuis quelques années, il y a une crise profonde des médias, notamment de la presse écrite. Parmi les membres du jury du Liblab, il y a notamment un sociologue qui a fait parler de lui ces derniers mois avec un rapport remis à la ministre de la Culture, Jean-Marie Charon, qui est justement avec les étudiants en train de découvrir les projets qui seront présentés ce soir. Bonjour Monsieur Charon. Bonjour. Vous êtes sociologue, on va aller voir les étudiants qui sont juste ici. Vous êtes sociologue, alors ingénieur de recherche au CNRS, vous travaillez à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous suivez depuis très longtemps l'évolution des médias. On l'a tous constaté, nos journaux papier n'ont plus vraiment la cote. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors effectivement, on est dans un moment de mutation qui est extrêmement important, dans la mesure où on peut effectivement avoir l'impression, si on se focalise sur ce qu'était la presse écrite, que tout est en train de s'effondrer. Parce que la diffusion a plutôt tendance à baisser, surtout, je dirais, dans certaines formes de presse. On a vu par exemple qu'une presse comme la presse magazine, qui donnait l'impression d'aller très bien, y compris avec des formes comme les hebdomadaires de télévision, la presse People, etc. On voit qu'aujourd'hui les chiffres se dégradent beaucoup. On voit que les ressources publicitaires aussi baissent. Donc on peut se dire on est dans un scénario catastrophe. Ou alors, au contraire, et c'était un peu l'objectif de mon rapport, se dire oui, mais il y a quelque chose qui est en train d'émerger, et de deux manières. D'une part, les entreprises de presse traditionnelles se renouvellent, et puis à côté d'elles, eh bien, il y a aussi de nouvelles entreprises qui se créent, qui partent de rien, ce qu'on appelle des pure players ou des start-up, et qui, elles, construisent des modèles éditoriaux complètement inédits. Le constat notamment de Flore Pellerin, c'était de se dire il y a une menace qui est celle d'Internet. Bon, ça, on en parle depuis de nombreuses années. Finalement, les médias s'y jettent aussi dans cette grande vague d'Internet. Est-ce qu'elles le font avec agilité ? Alors, c'est la grande question. Est-ce que les médias ont su réagir à temps à l'arrivée d'un nouveau médium, d'une nouvelle forme de communication ? Alors je pense qu'on ne peut pas globaliser la question des médias. On s'aperçoit, et ça sera probablement un des sujets qu'il va falloir aborder dans les années qui viennent, c'est qu'on voit qu'un certain nombre de médias, et notamment en presse écrite, ont réagi assez vite et puis ont petit à petit, au fur des années, ont réussi à réaliser de grosses audiences. Je pense par exemple Le Figaro, Le Monde, Les Échos. En presse régionale, on a aussi des titres comme le Télégramme, comme Ouest France, etc., qui ont pris des positions importantes, mais on a aussi des gens qui sont beaucoup plus loin. D'une manière générale, on se rend compte que les médias qui s'adressent aux publics les plus éduqués, les publics qui sont les plus sensibilisés aux questions d'information, ont de meilleurs résultats. Par contre, lorsqu'on a un public plus populaire, moins éduqué, moins en phase avec les innovations technologiques, là on s'aperçoit que il y a beaucoup plus de difficultés. Regardez un journal comme Le Parisien, qui était un journal qui dans les années 80-90 était extrêmement en pointe. On s'aperçoit qu'aujourd'hui il a beaucoup plus de mal à faire cette évolution, même s'il l'a engagé quand même. Alors on va prendre beaucoup plus de recul. On peut dire que la presse est née un peu de la révolution Gutenberg avec l'invention de l'imprimerie. On a l'impression qu'entre Gutenberg et Google, il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce que la presse a déjà été confrontée à des situations critiques comme celle-ci ? La presse a quand même déjà rencontré la radio, déjà rencontré la télévision, et à chaque fois elle a eu un peu toujours les mêmes réflexes, c'est-à-dire essayer de se protéger, essayer d'empêcher par exemple que la radio dans les années 20 ou la télévision plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, ne viennent trop sur son terrain, et notamment sur le terrain de l'information. Rappelez-vous l'époque où en France, dans les années 70 encore, on a un rapport qui était commandé par le Premier ministre Messmer et qui demande est-ce qu'il faut créer une nouvelle chaîne de télévision ? Et il confie ça comme par hasard à un patron de presse. Le patron de presse dit non, il ne faut surtout pas une nouvelle chaîne de télévision, il y en a bien assez. Et puis, rappelez-vous, la publicité qui était interdite à la télévision jusqu'à 1968. Tout ça, c'était des manières de se raidir. Alors sur l'Internet, d'une certaine manière, la presse a moins eu cette attitude-là. Mais en même temps, dans un premier temps, elle a copié ce qu'elle faisait déjà dans l'imprimé.
Or aujourd'hui, il s'agit de faire complètement l'inverse. Il s'agit de repenser une entreprise, je dirais, d'information multimédia, multi-support, dans laquelle l'imprimé va être un des supports parmi d'autres, mais dans laquelle le smartphone, la tablette, l'ordinateur vont à chaque fois d'ailleurs d'être des modes éditoriaux différents pour présenter l'information à des moments différents de la journée et avec des modes d'usage différents et probablement des publics différents. Regardez aujourd'hui le public des jeunes, eh bien son support privilégié c'est le smartphone. Donc il faut être capable d'aller vers eux et de leur proposer des choses sur le smartphone. Et c'est pas forcément les médias, mais c'est souvent Facebook, c'est souvent Twitter aussi. Alors voilà, c'est une des grandes évolutions qu'on n'avait certainement pas imaginées il y a encore une dizaine d'années, c'est que l'Internet n'a pas simplement apporté un nouveau média, mais il apporte une nouvelle organisation entre les acteurs et notamment entre le public et les médias traditionnels, se sont installés des intermédiaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé au départ. Ce sont les moteurs de recherche, ce sont les réseaux sociaux, les plateformes d'échange. Et ça a un impact à la fois sur les usages. Aujourd'hui, les plus jeunes, il y a un sondage qui est paru en début de semaine dans La Croix sur la confiance des Français dans leurs médias. Et on voit que les publics très jeunes, pour 42%, eh bien, ont comme premier support d'information les réseaux sociaux. Donc il faut que les médias soient capables de s'adapter à un public qui pas simplement passe par ces intermédiaires, mais un public qui change de rapport à l'information. C'est-à-dire que, en gros, le public le plus jeune aujourd'hui, son problème, c'est pas de s'adresser à telle ou telle entreprise de médias ou telle marque, dit-on, mais c'est plutôt de circuler dans le système d'information en s'appuyant sur les outils qui lui sont familiers, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Et c'est par le biais de ces réseaux, par le biais des moteurs de recherche, qu'il arrive enfin dans les médias. On a l'impression que c'est uniquement une question de technique. Alors on invente, Internet voit le jour, des nouveaux outils aujourd'hui, les drones, alors les smartphones. Est-ce que c'est uniquement une question d'outils? Est-ce que c'est uniquement une question technique? Ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce que ça interroge vraiment la manière de transmettre de l'information? Et est-ce que ça interroge les journalistes eux-mêmes finalement? Alors je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit que la révolution actuelle ou la mutation actuelle n'est pas simplement une mutation technique. C'est vrai qu'il y a des outils nouveaux, extrêmement flexibles et qui permettent de faire des choses en matière éditoriale qu'on n'avait même pas imaginé au départ. Mais il y a aussi une autre évolution qui, elle, est beaucoup plus sociologique, qui est qu'en gros, l'univers des masses médias, celui qu'on a connu depuis la fin du 19e siècle, est en train de disparaître. Pourquoi ? Parce que le collectif, le fait d'avoir le sentiment qu'on regarde tous les mêmes choses, qu'on s'informe tous de la même manière, ce modèle-là a progressivement décliné dans les années 80-90 et aujourd'hui, on peut dire qu'il est un peu en train de mourir au profit d'une forme beaucoup plus individuelle, c'est-à-dire chacun d'entre nous combine les ressources des médias pour s'informer à sa manière. Aujourd'hui, chacun peut faire son blog, donc chacun peut faire son média, chacun peut faire une radio, quasiment une télé. Ça veut dire tous journalistes, tous médias. Est-ce que ça vous semble crédible, tenable, cette réflexion ? Disons que je n'ai pas l'impression que ce soit ça la forme principale. Bien sûr, chacun d'entre nous peut faire beaucoup de choses par lui-même, mais surtout ce qu'ouvre cette disponibilité, cette compétence qui est dans le public à l'égard des nouveaux outils, c'est la possibilité des rédactions de travailler avec leur public. C'est la possibilité, par exemple, plutôt que d'avoir tous ces experts dans sa propre rédaction, eh bien, c'est de travailler avec des experts qui sont dans le public. C'est la possibilité, lorsque des événements se produisent localement, eh bien, que l'alerte, que le premier témoignage, la première photo, la première vidéo, elle soit fournie par le public. Donc c'est une autre forme de relation entre le public et les journalistes. Les journalistes sont toujours là. Ils sont toujours là pour structurer les choses, animer les choses, vérifier, mettre en perspective. Mais c'est ce que j'appelle, moi, la notion de rédaction ouverte. C'est-à-dire que le public est devenu une des composantes du travail de la rédaction. Toute dernière question, on sent qu'il y a une fébrilité aujourd'hui dans les médias. Chaque innovation technologique est un peu perçue comme la révolution qui va tout bousculer. Alors après, voilà, des sueurs froides, après tout le monde reprend ses esprits. Est-ce que cette fébrilité, ça amène pas finalement les médias à s'éparpiller un petit peu ? Disons qu'ils sont obligés d'expérimenter énormément et ils sont obligés d'essayer beaucoup de choses parce qu'il y a énormément d'incertitudes. Personne n'a trouvé, je dirais, la règle d'or qui permet de s'assurer que demain, à la fois en termes de public et en termes de modèle économique, les choses vont fonctionner. Donc il faut beaucoup expérimenter dans beaucoup de directions et il faut certainement beaucoup échouer pour enfin réussir. Regardez ce que fait Google, par exemple, qui est donc le géant de l'Internet, c'est d'essayer des centaines et des centaines d'expériences, soit par des rachats, soit dans des expériences internes, et de temps en temps de faire émerger une perle.
Merci beaucoup Jean-Marie Charon. Je rappelle que votre rapport est consultable, qui fait une centaine de pages, est consultable intégralement sur le site du ministère de la Culture. Voilà, on va se laisser. À l'heure où nous enregistrons cette émission, les vainqueurs du e-Blab ne sont pas connus. Vous pourrez en prendre connaissance notamment sur le site de West Media Lab qui co-organise cet événement. Merci à tous, à bientôt pour un nouveau numéro de Savoir.